À cette première période, on avait donc fini par trouver M. de Charlus intelligent malgré son vice, ou ce que l'on nomme généralement ainsi. Maintenant, c'était, sans s'en rendre compte, à cause de ce vice, qu'on le trouvait plus intelligent que les autres. Les maximes les plus simples que, adroitement provoquées par l'universitaire ou le sculpteur, M. de Charlus énonçait sur l'amour, la jalousie, la beauté, à cause de l'expérience singulière, secrète, raffinée et monstrueuse où il les avait puisées, prenait pour les fidèles ce charme du dépaysement qu'une psychologie, analogue à celle que nous a offerte de tout temps notre littérature dramatique, revêt dans une pièce russe ou japonaise jouée par des artistes de là-bas. On risquait encore, quand il n'entendait pas, une mauvaise plaisanterie. « Oh !» chuchotait le sculpteur, en voyant un jeune employé au long cils de Bayadère et que M. de Charlus n'avait pu s'empêcher de dévisager. Si le baron se met à faire de l'œil contrôleur, nous ne sommes pas près d'arriver. Le train va aller à reculons. Regardez-moi la manière dont il le regarde. Ce n'est plus un petit chemin de fer où nous sommes, c'est un funiculeur. Mais au fond, si M. de Charlus ne venait pas, on était presque dessus de voyager seulement entre gens comme tout le monde et de n'avoir pas auprès de soi ce personnage peinturluré, pensu et clos, semblable à quelques boîtes de provenance exotique et suspecte qui laisse échapper la curieuse odeur de fruits auxquels l'idée de goûter seulement vous soulèverait le cœur. À ce point de vue, les fidèles de sexe masculin avaient des satisfactions plus vives dans la courte partie du trajet qu'on faisait entre Saint-Martin-du-Chêne, où montait M. de Charlus, et Doncières, station où on était rejoint par Morel. Car tant que le violoniste n'était pas là, et si les dames et Albertine, faisant bande à part pour ne pas gêner la conversation, se tenaient éloignés, M. de Charlus ne se gênait pas pour ne pas avoir l'air de fuir certains sujets et parler de ce qu'on est convenu d'appeler les mauvaises mœurs. Albertine ne pouvait le gêner, car elle était toujours avec les dames, par grâce de jeune fille qui ne veut pas que sa présence restreigne la liberté de la conversation. Or, je supportais aisément de ne pas l'avoir à côté de moi, à condition toutefois qu'elle restât dans le même wagon. Car moi qui n'éprouvais plus de jalousie ni guère d'amour pour elle, ne pensais pas à ce qu'elle faisait les jours où je ne le voyais pas. En revanche, quand j'étais là, une simple cloison, qui eût pu à la rigueur dissimuler une trahison, m'était insupportable. Et si elle allait avec les dames dans les compartiments voisins, au bout d'un instant, ne pouvant plus tenir en place, au risque de froisser celui qui parlait, Brichot, Cottard ou Charlus, et à qui je ne pouvais expliquer la raison de ma fuite, je me levais, les plantais là et, pour voir s'il ne s'y faisait rien d'anormal, passais à côté. Et jusqu'à Doncières, M. de Charlus, ne craignant pas de choquer, parlait parfois fort crûment des mœurs qu'il déclarait ne trouver pour son compte ni bonnes ni mauvaises. Il le faisait par habileté, pour montrer sa largeur d'esprit, persuadé qu'il était que les siennes n'éveillaient guère de soupçons dans l'esprit des fidèles. Il pensait bien qu'il y avait dans l'univers quelques personnes qui étaient, selon une expression qui lui devine plus tard familière, fixées sur son compte. Il se figurait que ces personnes n'étaient pas plus de 3 ou 4 et qu'il n'y en avait aucune sur la côte normande. Cette illusion peut étonner de la part de quelqu'un d'aussi fin, d'aussi inquiet. Même pour ceux qu'il croyait plus ou moins renseignés, il se flattait que ce ne fût que dans le vague et avait la prétention, selon qu'il leur dirait telle ou telle chose, de mettre telle personne en dehors des suppositions d'un interlocuteur qui, par politesse, faisait semblant d'accepter ses dires. Catalina.